voudrais ce soir, comme c'est la dernière séance à Paris, je voudrais ce soir, depuis que vous avez pu voir le titre de la conférence de ce soir, assez spécial, une suspension qui précède le chien de l'écriture. Je voudrais donc ce soir essayer de revenir et puis un peu de faire la trajectoire qui a été accomplie depuis le mois d'octobre, pour autant que l'essentiel de ce qui a été dit pourrait se résumer en quelques mots, à savoir l'importance de l'amour du savoir. Ça ne va pas de soi parce que comment articuler la jouissance de l'autre, grand A, on parle de Lacan, c'est-à-dire du corps de l'autre, et la dimension du corps qui est en jeu, ça n'est évidemment pas la dimension du corps tel qu'on le voit. C'est ça l'important. Donc comment articuler cette question avec l'amour, pour autant que si, et c'est quand même ça que nous laisse Freud, même s'il ne le dit pas comme ça, si l'amour c'est justement quelque chose que le narcissisme montre comme ce qu'il faut au sens justement que le narcissisme est une façon fautive de parler de l'amour, dans quelle mesure il est possible de parler de l'amour, quand on parle de la vérité de l'amour, pour autant que il s'agit de la réponse à une rencontre qui se fait par hasard. Par hasard. C'est la question de la contingence. Qui se fait par hasard, rencontre au réel, qui est celui qui résulte à la fois, et c'est le réel qui concerne l'impossibilité du rapport sexuel, alors réel qui résulte à la fois de cette rencontre impossible, entre d'une part la jouissance perverse, pour autant que l'autre est en position d'objet petit a, et pour autant qu'en même temps, et c'est là qu'est toute la question, en même temps, c'est la rencontre d'une jouissance folle, pour le mieux énigmatique, qui est celle du féminin. Du féminin au sens du langage, c'est-à-dire, comment définir ça? C'est-à-dire de ce qui n'est pas tout, c'est la dimension du pas tout, au niveau du discours, tous les mots comptent, dans la fonction phallique. Alors, je ne vais pas reprendre ça, mais je voudrais dire un mot sur ce réel et
émettre, c'est là qu'arrive la question du chien d'écriture, et émettre l'hypothèse suivante, que dès que le réel n'est pas pris en compte, on est dans la position du chien d'écriture, et ce souvenir m'est revenu du texte de Lacan de la conférence de Rome en 1953, quand il cite une invective qui lui a été adressée par un collègue, qui, au nom du bon cœur, au nom de l'évidence, avait pu dire qu'il faut mettre fin à cette escroquerie qui consiste à dire que dans la cure peut se passer quelque chose de réel. C'est juste au moment où Lacan vient de nommer ces trois catégories, réel, symbolique, imaginaire. Et Lacan de dire à peu près ceci: si l'analyse n'a pas guéri le vice oral du chien dont parle l'écriture, le vice oral, son cas est pire qu'avant. C'est les commentaires des autres qu'il ravale, avec toute l'ambiguïté de ce mot ravaler. Je pense que, bien sûr, c'était sans doute d'actualité à ce moment-là, mais on en est toujours un peu là. Ça pose la question du transfert, c'est-à-dire du fait que, dans la cure, ce qui est important, c'est le transfert de l'analyste. Il est revenu là-dessus souvent. Alors que pour ceux qui l'invectivent ainsi, en parlant d'une escroquerie qu'elle réelle, bien sûr, c'est le transfert de l'analysant. Et puis l'analysant est collé par identification à l'analyste, enfin bref. Bon. Alors, à partir de là, alors je ne veux pas en dire plus, on va essayer d'aller chercher un peu, ça semblait dans l'Ecclésiaste, on n'a pas trouvé le chien d'écriture, mais de toute façon, je crois que ça suffit en lui-même, en nommant ainsi. On sait que, bien sûr, c'est quelque chose qui concerne les chiens, cette dimension, par exemple, de la coprophilie. Donc, mais c'est pas. Ce qui est important de comprendre, effectivement, c'est ceci. En regard du savoir, qu'est-ce qui peut être fait de la nourriture que la nourrice donne à l'autre? De cette nourriture, vous avez évoqué la discussion de la dernière fois. D'accord, quand il parle de ça, il parle de son foin. Je vous donne mon foin, je vous en donne suffisamment, j'espère que vous allez pouvoir recracher. Que de toute façon, le foin, évidemment, quand il parle de ça, entre autres, quand il parle du Noborroméen, il insiste bien sur le fait que le foin, c'est quelque chose de désordonné, quelque chose qui ne se mange pas facilement. Il suffit de regarder les animaux quand ils mangent du foin, vous avez sans doute vu ça a du mal à rentrer dans la gueule, enfin ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est une vraie question, et je suppose que c'est ce qui s'est passé un peu durant cette année, au sens où nous sommes partis, cette question s'est posée, et je crois que cette séance de s'intituler ainsi n'est pas inintéressante, parce que nous sommes partis de quoi? L'idée, ça a été de partir de l'image. Et puis après est arrivée la vie. Image de la vie, vie de l'image, avec un balancement entre les deux.
ça nous a conduit à envisager, parce que c'est comme ça que ça s'est présenté, qu'il y ait l'image, ça nous a conduit à aller interroger cette image invisible du Père. C'est Paul qui en parle au début de l'Épître aux Colossiens, qui est le Christ. Et à partir de ce qui se passe au 7e, 8e siècle concernant le 9e siècle concernant la querelle des icônes, interroger le fait que ce qui est important sur l'icône, c'est surtout pas le visuel, même si c'est Christ qui est représenté, même si c'est la Sainte Vierge, même si c'est les saints, ça a été en quelque sorte la bévue des iconoclastes. Celui qui, en quelque sorte, transmet, alors c'est là qu'on voit bien ce que c'est que le chien de l'écriture et autre chose, celui qui transmet quelque chose de tout à fait original, c'est Nicéphore le patriarche, et qui va arracher la querelle déclenchée à 2 reprises par les iconoclastes, et qui va l'arracher du côté, effectivement, de l'icône, au sens où l'icône est caractérisée par l'absence de la représentation, même s'il y a une représentation. Et du coup, ce qui est au cœur du tableau, qui est l'icône, on a la théorie de l'accord du tableau là, c'est le regard invisible de l'autre, qui s'adresse à celui qui est dans la position de regardant, c'est-à-dire que le regardant est en fait regardé par un regard invisible. Et ça m'avait personnellement assez intéressé parce que je lui ai posé la question de savoir si Lacan, de par sa culture catholique, n'avait pas, qu'il le dise n'est pas la question, hein, il n'y a pas besoin surtout de le dire, n'avait pas été en fait guidé, je n'ai pas connaissance qu'il le dise quelque part véritablement, mais par ce travail de Nicéphore le patriarche. Pour vraiment comprendre tout ça, il faut lire les travaux de Marie-Josée Monzin là-dessus, qui finalement, où on peut trouver d'une certaine façon, évidemment, cette théorie de l'objet regard, qui n'est pas rien. Alors, après s'être arrêté sur cette question, ce qui nous est arrivé, bien sûr, mais alors à une vitesse rapide, je ne saurais trop dire comment, c'est la question de la jouissance. Et alors là, la question de la jouissance, bien sûr, on peut évidemment la trouver, évidemment, comme telle, dans ce rapport à l'objet, regard, parce que finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'objet regard, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'entend? Ça, c'est une vraie question. Ou est-ce que c'est l'un et l'autre? C'est-à-dire qu'on est dans une zone qui, justement, va être cet espace que Lacan propose comme étant l'espace de la substance jouissante. C'est-à-dire, vous allez voir, et le pas que ça fait faire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'espace étendu, mesurable, défini, même non défini, parthèse, extra-parthèse, des morceaux qui s'ajoutent, etc. Pur espace de la géométrie, notamment de la géométrie transmise par les Grecs. On n'est plus dans l'espace effectivement de la pensée. On est dans un espace qui
C'est ça la question. C'est ça la question. Cet espace de jouissance, de la substance. Substance, c'est aussi substare, supposer. On est dans un espace d'une substance insaisissable. Alors que sans doute, la pulsion scopique peut faire voir, et j'insiste bien, je crois qu'à ce moment-là, c'est plus tellement la question de savoir si c'est, puisque justement, c'est plus ça l'important, c'est plus différencier si c'est voir ou entendre. On est dans un espace malléable, souple, invisible, inouï, on peut dire inouï, où Lacan va supposer le nœud borroméen. C'est-à-dire les autres espaces sont des espaces de mise à plat, selon les trois dimensions habituelles, en sachant que la profondeur, la notion de volume, on y est peu accessible, la hauteur, la largeur, ça c'est assez simple. La question du volume, c'est quelque chose de compliqué pour l'être parlant, et que c'est en fait à partir de son rapport au langage qu'il peut, dignus est intrare, qu'il est digne d'entrer dans cet espace, celui de la jouissance, celui du corps de l'autre, le voilà, le corps de l'autre, grand A, la jouissance de l'autre, la jouissance du corps de l'autre, et la question que nous posions tout à l'heure, c'est comment cet espace peut, c'est la question du possible, peut prendre en compte le fait qu'il y a la rencontre dont je parlais tout à l'heure, qui est la dimension de l'amour. Alors vous voyez qu'on en arrive finalement à avoir, en regard de cet espace de jouissance, d'une part, un point nodal qui est celui où les trois éléments, définis par Lacan, réel, symbolique, imaginaire, il faudrait un peu préciser ça, mais je ne vais pas reprendre ça. L'important, c'est qu'il soit trois. C'est-à-dire que le réel n'est pas le troisième. Le réel, c'est qu'il soit trois. Vous entendez sonner la Trinité quelque part. C'est qu'il soit trois. La Trinité ajoute 3 et 1 en même temps. C'est qu'il soit trois. C'est une chose. Et ils ont la caractéristique d'être équivalents, c'est-à-dire que si on coupe l'un d'eux, les deux autres sont dénoués. Si on dénoue l'un, les deux autres sont dénoués. C'est l'inverse du nœud, par exemple, olympique. Alors, on a d'un côté... Alors, qu'est-ce que c'est que l'être parlant dans cette histoire? C'est, à un moment, c'est ça la dimension du possible, à un moment, le fait qu'il soit ce point de nouage. Vous voyez qu'on est vraiment loin des énoncés, on est dans la dimension du dire, qu'il soit ce point de nouage, à ceci près que cette dimension nodale s'articule à une dimension modale, selon 4 modes. L'impossible, le nécessaire, le contingent, le possible. En fait, on est dans la musique. C'est-à-dire que, même si c'est évidemment pas superposable comme ça, c'est-à-dire que
cette dimension du nœud, ça, la dimension de l'harmonie, quelque chose de cet ordre, de ce moment particulier, n'est possible que pour autant que, voilà, donc le possible, que pour autant que ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, ce qui ne cesse pas, le nécessaire, qui recouvre le réel, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, donc pour autant que le ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire cesse de ne pas s'écrire. La négation, c'est de la pure logique. C'est du discours, comme des mathématiques. On passe du ne cesse pas de s'écrire au cesse de ne pas s'écrire. Et c'est un univers qui s'ouvre, celui de l'espace de la jouissance. La substance jouissante. Alors, ce moment-là, ce moment possible, c'est ce qui fait qu'on pourrait dire que ce moment où il s'agit de jouir du savoir, ce moment qui fait que, on pourrait dire, que ce que nous avons à apprendre, c'est qu'il est possible, c'est que le nœud est possible. Nous avons à apprendre quelque chose pour que le nœud soit possible. Tout se résumerait à cette formule simple. C'est comme ça qu'à un moment, je ne sais plus où Lacan le dit. Ce que nous avons à apprendre, c'est que le nœud est possible, la possibilité, le possible. Vous voyez que c'est ça qui se joue dans le transfert. C'est ça qui se joue. Dans une expérience particulière, si elle peut avoir lieu, expérience on va dire, de rencontre du réel, et vous voyez qu'il fait basculer quoi? Le fait que ce qui ne cessait de recouvrir, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, c'est-à-dire le réel, à un moment, bien sûr, on n'est plus dans l'espace de la pensée, on n'est plus dans l'espace étendu, on n'est plus dans l'espace cartésien, on n'est plus dans l'espace des Grecs, évidemment. À un moment, il est possible que la pensée défaillant, même plus que la pensée défaillant, c'est là que se pose la question d'entendre, je pense. On pourrait peut-être dire la pulsion invocante, mais je ne sais pas s'il faut aller si vite. Mais à ce moment-là se pose la question d'un oui qui est joui. Un oui qui est joui au réel. Jouir du réel de la jouissance, qui ne va pas sans la rencontre de la jouissance du réel. Alors, encore quelques minutes, parce que évidemment ça peut paraître un peu théorique, j'essaie un peu de chiffrer les choses là, comme elles se présentent actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ben, ça veut dire que, par exemple, ce qu'on a comme sous-titre à insistance à psychanalyse politique, moi je mettrais jouissance, corps et mort. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que tout ce qui relève effectivement du sens, quel qu'il soit, c'est pas ça l'important, puisque c'est équivalent, les trois dimensions. Ce qui compte, c'est comment ça, est-ce que ça se noue, et comment la modalité, le mode, les 4 modes sont possibles. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Je crois que l'enseignement de Lacan, il nous mène là. Et évidemment, Lacan dit ça parce qu'il n'est pas irrévérencieux vis-à-vis de Freud. Il dit qu'il trouve ça dans le dire de Freud. Il faut quand même le faire. Alors, je vais vous dire un peu comment il traite certaines parties du dire de Freud. Parce que je l'ai annoncé. La jouissance, l'amour, la mort. Lorsque Freud commence à revenir sur les premiers éléments, c'est-à-dire qu'on sait ça, c'est à partir de 1915, mais après le narcissisme finalement, à partir de 1920, dans l'au-delà du principe de plaisir, il vient cogner sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il est touché, il est cogné, mais il recule. Parce que tout ce qu'on vient de dire, en général, on recule. Il est touché par quoi? Par le fait que dès qu'il aborde l'instant de mort,
qu'on appelle la pulsion de mort. Freud, qui vous le savez, on pourrait dire, rêve de rapprocher la psychanalyse de la science, ne peut pas expliquer autrement la vie que par un principe antique, c'est-à-dire celui d'une certaine homéostase. La vie, c'est quand il n'y a presque pas de tension. Puis alors, si on descend à un seuil un peu plus bas, c'est la mort. Et qui confond la mort et l'inanimé. Est-ce que c'est ça la mort? C'est la grande question. Est-ce que c'est ça la mort? Oui, c'est une représentation de la mort. Et pourtant, il parle des découvertes scientifiques du moment, tout à fait intéressant, c'est-à-dire du fait que pour qu'il y ait production du corps, reproduction, on a découvert qu'il y a une première méiose, que cette méiose se caractérise par le fait que la moitié du matériel génétique du spermatozoïde et la moitié du matériel génétique de l'ovule se rencontrent. C'est-à-dire que dans la création, dans la production du corps de l'être parlant, je laisse du côté de Somache, du germain, il y a donc disparition de la moitié du matériel génétique du spermatozoïde. Autrement dit, il y a une expérience de la mort. Freud glisse dessus. Autrement dit, il y a là, non pas d'un côté la vie, de côté la mort, ce sur quoi Freud va rester, c'est-à-dire l'instinct de vie et l'instinct de mort, il y a une intrication entre l'instinct de vie, la pulsion de vie, et la pulsion de mort qui est prouvée par la science, au niveau même du corps, à l'origine du corps. Et puis il continue à glisser, parce que dès qu'il a parlé de la reproduction, il en arrive à la jouissance. Et puis, dès qu'il arrive à la jouissance et à la mort, ce qui arrive, c'est le masochisme. C'est-à-dire que Freud glisse comme ça, avec les idées qu'il a, on ne peut pas lui en faire le reproche, il avance seul, comme ça, il n'y a pas d'interlocuteur, il glisse sur le fait qu'il y a donc une mise à plat, et non pas un nouage, une mise à plat de la mort, de la jouissance, et que ceci va, d'une certaine façon, sans sens rencontré, sauf dans le masochisme. Est-ce que c'est vraiment ça le masochisme? Quand Lacan pensait que le masochisme, c'est du chic. Tout ça pour montrer que, oui, ça va vite l'histoire du chien de l'écriture quand même. Très très vite. Très très vite. Et si on regarde comment le christianisme a réglé cette question, c'est pas inintéressant. Parce que la reproduction des corps, vous savez que c'est important, le christianisme, c'est la seule chose importante. C'est pas le plaisir, c'est la reproduction. Et le christianisme définit que l'amour divin, c'est ça, la venue du Christ, l'amour divin, le Christ, c'est ce qui sert de moyen entre d'un côté l'amour, entre d'un côté le corps et de l'autre côté la mort. Moyennant quoi, comme ça sert de moyen, le corps devient mort, c'est ce qui se passe avec le Christ, et la mort devient corps, c'est ce qui se passe avec le Christ. Autrement dit, il n'y a pas à chercher dans les textes, c'est pas écrit, c'est pas dans l'écriture, c'est écrit comme tel. Ce que Lacan va appeler l'écrit. L'écrit, c'est qu'avec ces ronds-là,
Si je prends par exemple l'amour divin au niveau du symbolique, et que je mette l'autre rond, l'imaginaire du corps et le réel de la mort, on peut parler du christianisme tel que je viens de vous en parler. C'est quand même très intéressant, parce que là, ça nous sort complètement du fait qu'on soit d'obédience catholique, protestant, ce qu'on voudra, etc. Dès qu'on serait dans cette position-là, et je crois qu'on y est en général, c'est ça qui fait aussi, qui a fait que le christianisme a pu continuer à durer. On en reste là. Alors, la question qui se pose dans le transfert est la suivante. Comment est-il possible de nouer la mort, le corps et la jouissance? C'est ça le truc. C'est ça que il importe que l'analyste susurre à l'analysant. Comment ça? Voilà. Mais il doit bien y avoir quelque chose qui a un rapport avec son corps, voire avec quelque chose qui est cette création dont je parlais la dernière fois, mais déjà la fois avant, qui est la question de ce qui sort du corps de l'araignée, la toile d'araignée. Évidemment, c'est pas ce qu'on pense, la toile d'araignée. Qui a été Spinoza, que Lacan cite, c'est-à-dire ce travail de texte, cette formalisation du réel, qui sort du corps. On a un certain nombre ici qui avons des pratiques qui mettent en jeu le corps dans nos activités. Et peut-être que c'est ça que je développerai là pour ça, j'en sais rien. Il me semble que lorsque dans une technique qui est celle que je commence un peu à connaître, mais c'est tellement difficile, parce que comme rien n'est acquis tant que les choses ne sont pas un peu acquises, du champ lyrique, il me semble que, en fait, ce qui sort du corps, c'est quelque chose qui a à voir avec ce travail de texte. Alors, je vais vous dire un peu, je pense ça maintenant. Comme si finalement, je ne sais pas bien où est la voix. De toute façon, la voix, surtout si on prend la voix au sens de l'objet tel qu'en parle Lacan, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au temps, et surtout pas au bruit et au son. La voix est libre d'être vidée de toute substance. C'est ça qu'il dit. Le 31 octobre à Rome, le 31 octobre 74 à Rome. Il me semble que alors je pense que c'est la danse, il doit y avoir quelque chose à un moment alors c'est ça la contingence. C'est ça le possible. On touche un peu, qui a à voir bien sûr avec cette intrication de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, mais il ne faut pas la prendre au sens de la mise à plat. Le problème, c'est comment ça marche ensemble. Oui, en faisant ça, évidemment, je suis déjà dans cette histoire de tresse. Et il me semblait, notamment ce matin, là, en chantant avec mon prof, là, que finalement ce qui sortait du corps, puisqu'il s'agit de diriger quelque chose qui nous échappe. Voilà. C'est que tout se passait comme si les harmoniques, finalement, bien sûr, on va pas dire comment ça marche, parce que finalement ça vient ou ça vient pas, ça c'est tout le travail. Tout se passe comme si je vais dire les harmoniques, pourquoi pas. Les harmoniques faisaient en quelque sorte une tresse. Et que c'est ça qui était devant. C'est ça qui est devant. C'est là qu'il y a cet espace de jouissance. Qui fait que, bien sûr, l'auditeur, lui, il va entendre l'éclat du son que celui qui produit le son n'entend pas. Peut-être qu'il pourra l'entendre un peu, mais celui qui produit le son, il entend quelque chose qui est assez sombre. Donc voilà notre limite. Voilà l'expérience de la castration, d'une certaine façon.
C'est-à-dire que tiraillé, coincé dans ce nœud, c'est comme ça. Je trouve ça quand même très riche dans Simone Lacan, si vous allez voir. Je sais plus, c'est en février ou en mars ou en avril du séminaire encore. C'est ça qu'il dit. Et il dit que ça, c'est ça. C'est ça, une femme. Le 1 qui caractérise le féminin. C'est-à-dire que le discours du tout homme, nous tous, hein, il n'y a pas besoin d'être sous la barrière homme, sous la barrière homme pour y être. C'est une barrière, évidemment. Dès que je parle, je me lance pour arriver à quoi? Pour arriver à ce que ça tourne en rond. Et il peut arriver parfois qu'une femme, ça peut se produire. Voilà, ça peut se produire, c'est ça impossible. Alors, je crois que je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est un peu la ponctuation de cette année. Ce qui, on va pouvoir peut-être en parler, ce qui me semble important, de plus en plus, c'est comment, en ce qui me concerne, le fait d'avoir une expérience artistique et l'expérience du transfert, c'est ce que j'ai essayé de dire, je pense, ce soir, comment ça peut, non pas se combiner, mais comment ça peut se tordre cette affaire-là. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.